Le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. On a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent en rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État. Plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà qu'aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous dire Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Dans cette logique de Paul Biya, qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. Je vais dire d'emblée une chose, c'est un bilan qui est mitigé. C'est un bilan qui est mitigé parce que, mitigé pourquoi? Il peut être positif si on prend un certain angle, il peut être négatif si on prend un autre angle. Pour moi, il est mitigé parce que politiquement, je trouve que le bilan de l'ordre gouvernant actuel est d'abord le bilan de celui qui l'a constitué, c'est-à-dire Paul Biya lui-même, parce qu'en fait, il est le chef de l'État. Président de la République, chef de l'État. Ça veut dire que le bilan de tous ses collaborateurs est son bilan. Le bilan de tous ses collaborateurs est son bilan. Même si son bilan peut ne pas être celui de ses collaborateurs. Parce qu'il prend la décision en vertu de l'élection que lui a donné le peuple camerounais. Et c'est à partir de cette élection-là qu'il désigne ceux qui vont l'accompagner pour accomplir la mission qu'il a proposé d'accomplir au peuple camerounais. Vous voyez? Et ce qui fait donc aujourd'hui, quand il échoue, c'est d'abord lui qui échoue avant ce qu'il a choisi pour l'accompagner. Et donc, si nous partons donc de là, sur le plan politique, je rentre rapidement dessus, on pourra peut-être y revenir, mais je fais un brossage, puisque d'autres vont intervenir. Sur le plan politique, il est en train de réussir, sur le plan politique, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a pris le pays en 1982 dans une logique de continuité du président Ahidjo. C'est-à-dire qu'avec tout ce que nous avons connu, les différents conflits avec la métropole française, c'est-à-dire la France, qui nous a pas peut-être colonisé sur le papier, mais qui agit comme tel sur le terrain, et avec les histoires du maquis et tout, et qui avait toujours l'intention de garder une même mise sur le Cameroun. Ahidjo s'est défait tant qu'il a pu de cette même mise de la France, et d'ailleurs Paul Biya a toujours été à ses côtés pour le faire. Donc il a été dans cette logique-là. On a vu comment il a dirigé ce pays avec les grandes logiques d'ouverture politique qui lui ont été imposées, par exemple en 1990 avec la conférence de la Baule à François Mitterrand, c'est-à-dire que multipartisme, liberté contre aide publique au développement. Alors il a dû céder comme les autres, et on a vu les événements de 1991 et 1992, et même en 1993 avec les conférences nationales avortées chez nous et tout ce qu'on a connu. Donc on a vu ces soubresauts-là. On a donc vu sur le plan politique quelqu'un qui, au départ, s'est dit meilleur élève de la France, et moi je pense que l'élève a fini par dépasser le maître. Quelqu'un donc qui a pu prendre le Cameroun dans une situation de dépendance presque totale parce qu'Ahidjo avait commencé un travail pour le détacher progressivement de cette dépendance-là vis-à-vis de la France. On va voir par exemple avec les affaires Bolloré. On a vu un ministre qui a donné à Bolloré l'essentiel de notre rail, c'est-à-dire le rail, il n'a pas la concession de 99, lui a donné notre port autonome de Douala, le PAD, en 1980. Dans les deux concessions, on a vu comment sous Paul Biya, on est en train de récupérer notre port autonome de Douala. Bon, on espère que le rail, on va aussi le récupérer. La Sonara, on a vu comment il a voulu à un moment nous construire ce dernier pan qui a manqué au président Ahidjo, c'est-à-dire de raffiner notre pétrole localement. Bon, il y a eu un incendie, tout le monde connaît ce dossier-là. Donc il y a des gros d'étranglement, des gens qui ne veulent pas que le Cameroun puisse être au moins autonome ou indépendant sur le plan même de ses ressources, notamment du pétrole, du carburant pour la fourniture domestique. Donc on voit certains actes qu'il a posés. On a vu un président qui est devenu pratiquement rebelle devant le colon, c'est-à-dire le français. On a vu avec Hollande, il a dit ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais Dieu au pouvoir qui peut. Il faut quand même être quelqu'un pour dire cela
à un président français qui est supposé représenter la métropole la plus en phase et surtout la plus brutale, impérialiste en Afrique noire subsaharienne francophone. On a vu ce qu'il a fait avec Macron entre le 26 juillet 2022 lors de la visite du président Macron au Cameroun avec cette affaire de je rentrerai au village et ainsi de suite. Donc nous voyons quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il a pris de l'âge et de la hauteur, a fini par se détacher politiquement de la métropole de la France, à travers des actes que nous pouvons encore citer, il y en a nombreux. Mais maintenant, mitigé sur le plan économique, parce que je trouve que c'est là-bas l'échec. C'est là-bas l'échec parce qu'il n'y en a pas suivi la donne économique qu'avait lancé le président Ahidjo. La preuve, c'est que quand Ahidjo s'en va, nous avons près de 700 sociétés publiques et parapubliques qu'Ahidjo avait créées. Et à ce jour, avec les commissions et tout ça, de liquidation, de privatisation et tout, on en est resté en portefeuille très maigre parce que d'autres sociétés ont été vendues, d'autres ont connu l'introduction de la participation des pays étrangers, notamment de la France, qui en a pris totalement certaines, qui a pris des parts un peu plus exorbitantes dans certaines autres. Et donc, nous avons perdu le pied sur le plan économique. Nous voyons par exemple que l'économie a stagné entre 1986 et pratiquement l'an 2000, c'est-à-dire avant notre 5 ans, mais on a vu comment le Ghana a peiné, mais le Ghana a pris cette décision-là de sortir du FMI, de payer toute sa dette et de s'en sortir. Mais le Biala dit en 86, il est obligé de rentrer encore au FMI à la Banque mondiale demander de l'argent. Donc, il me semble bien que le président de la République, celui qui fixe le cap sur tout, et en tant que tel, il en est responsable. Il n'y a même pas de débat dessus. Moi, je ne vois pas le débat. Je crois que j'ai essayé d'être clair et je crois que le professeur Ouyan a été encore un peu plus clair. Non, il n'y a pas de débat dessus. Moi, je suis en politique. Je suis resté dans ma sphère politique et j'ai laissé aux scientifiques, aux politologues d'appuyer par la science l'affaire. Donc, il n'y a pas de débat dessus. Je crois juste que ce qui se passe sur votre plateau, c'est qu'il y en a qui sont justement des partis proches du pouvoir et qui refusent qu'ils sont proches du pouvoir. Et il y en a qui sont un parti au pouvoir et qui, sentant la fin du champion de ce parti s'en venir, décident de se remettre proche du pouvoir. Voilà la grande logique. Donc c'est pour cela que je ne vais pas anticiper, sur le prochain point qu'est l'héritage. Je vais rester sur le bilan, je ne vais pas anticiper. Je préfère d'abord m'arrêter là, mais je vais d'abord, j'ai dit que, l'honorable a dit tout à l'heure, non, le congrès de l'UNC c'était pas en 81, c'était en 80. Vous avez dit 81. Non, donc c'était 80 en juillet. Et c'était la même année qu'est parti André Fouda parce qu'il est mort par Oui, j'ai dit 80. Donc, on parle là. Et je suis d'accord avec l'honorable Adamou. Le PIB, l'augmentation du PIB sur le plan économique n'est pas, le fait d'un individu. Ne peut pas être le fait d'un individu. Peut être le fait d'un ensemble de politiques qui ont été conçues, implémentées, appliquées et dont les résultats se ressentent. Dans notre pays, c'est un accident. Donc, dit que 30 000 milliards de 82 à 2025 est un exploit. Je me pose des questions. Je pose des questions. Il faut plutôt se poser la question, est-ce que ça n'aurait pas pu être un peu plus élevé encore, notre PIB, si on avait fait effectivement mieux? Vous voyez, une augmentation, et là je suis d'accord avec lui, la croissance n'est pas toujours un indice de développement. Et le PIB ne peut donc pas être aussi un facteur de bonne gouvernance. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui un pays dans un marasme économique. Ce PIB est plutôt l'œuvre d'un pays, d'une population résiliente. Et le président lui-même a adopté ce mot depuis 2008. Nous sommes un peuple résilient, c'est-à-dire qui arrive à résister au choc exogène, c'est-à-dire la politique internationale qui est dure pour les pays les plus faibles, et endogène. Les chocs endogènes, c'est-à-dire donc il est le principal acteur, c'est-à-dire le principal provocateur. Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'éviter à son peuple des chocs domestiques, notamment des chocs liés à la malgouvernance, à la corruption, à la malgestion, au crime économique. Lui-même il a dit de sa bouche, 2008, des criminels économiques, des bandits au col blanc, des inertes, ça c'est le discours du 31 décembre 2005, des inertes. Quand on dit inertes, ce n'est pas des inertes politiques, c'est des inertes économiques. C'est des inertes dans la gouvernance. C'est des inertes managériaux, c'est-à-dire dans le management de la gestion du pays. C'est-à-dire que le président, dans la Constitution, dit il définit la politique de la nation. L'honorable a dit il définit la politique de la nation. Ça, c'est le premier rôle du président de la République. Donc, lui, il définit la politique de la nation. Et des individus qu'il a nommés décident de ne pas l'appliquer. Ils sont devenus inertes. Et lui, il a constaté le 31 décembre 2005. Et ils ne sont pas arrêtés à être des inertes. Ils sont même entrés dans le crime économique. C'est-à-dire piquer dans la caisse, creuser des trous dans la caisse et puis envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux. Et il les a traités de criminels économiques. Ça, c'est le discours de 2008. Il a parlé du patriotisme économique aussi en 2008. C'est des notions du président de la République. Patriotisme économique. Patriotisme économique, on dit quoi? Voilà, les ministres vont mission en Turquie, mission cela, ils prennent Éthiopian sans publicité, ils prennent Air France, ils prennent ceci, alors que Kameko est là, bon, du moins, au moment où Kameko sortait encore du pays. On peut le dire comme ça, puisqu'il y avait encore même Kalakamer. Voilà. Vous voyez? Vous avez, prenez parce que allons aussi pas à pas. Le chantier national industriel du Cameroun, Sénic, il est à terre aujourd'hui. Ils l'ont plombé. Ils ont même pris le directeur qui l'avait relevé et faisait déjà du chiffre. Il est en prison aujourd'hui. L'ancien directeur du chantier industriel, chantier national, industriel, chantier naval industriel du Cameroun. Il est en prison aujourd'hui. L'autre là, Moutouk, Sonara 2010, il a prévu depuis 2002. Dès qu'il est arrivé, Sonara 2010, nous devons raffiner notre pétrole et il a sorti un budget. Il s'est mis au travail. Il a foutu en jaune depuis 2012. Parce qu'ils ne veulent pas
donner au peuple camerounais du pain dans son assiette. Et lui, ministre, c'était dit net, ça veut dire qu'il est au courant de ce que l'ordre gouvernant dont il est le chef ne veut pas marcher, ne veut pas fonctionner comme il veut, monsieur Obama. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on limite cette affaire-là non, moi je ne suis pas dans l'histoire des LPC. Dans la définition structurelle, l'ordre politique tel qu'a donné l'honorable tout à l'heure, non, le professeur l'a dit clairement. Parce que si on rentre dans sa définition, ce n'est que la petite définition qu'a donnée d'ailleurs Montesquieu, dans son esprit des lois. Ça, c'est la définition structurelle de l'État. La définition structurelle même du gouvernement. Parce que les gens, la notion de gouvernement, parce que les gens ont une définition restrictive de la notion de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le premier ministre et les ministres, non. Dans l'esprit des lois, le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est le législatif, c'est le judiciaire. C'est ça qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire la définition lato sensu. Vous comprenez? C'est les gens qui dirigent. Parce que le gouvernement, c'est ceux qui dirigent le pays. C'est ces trois pouvoirs. Et quand donc Montesquieu le dit, dans son ouvrage 1751, il est clair dessus. C'est pour neutraliser, c'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, à travers le contrôle le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, à travers l'application des lois, s'assure que personne n'est au-dessus des lois, que ce soit celui qui a voté ces lois ou que ce soit celui qui les applique. Vous comprenez? Voilà. Mais nous rentrons donc dans la logique de bilan, puisque c'est ça le sujet. Est-ce que vous permettez qu'il parle? Quand nous sommes dans la logique de bilan, nous nous retrouvons dans une société où le président est dans un bilan d'échec. Moi, j'ai commencé par dire, j'ai situé l'affaire politique et économique. Aussi, c'est parce que vous avez bien compris, dans votre génie, que politique et économique, le socle, c'est le social. Vous comprenez? Donc, on est dans un bilan d'échec. Bilan d'échec, pourquoi? Parce que, sur le plan politique, j'ai dit, il est en train de détacher le Cameroun, donc il n'a pas encore atteint l'objectif. Vous comprenez? Le franc CFA est toujours là. On voit toujours la France qui a pignon sur eux chez nous. On est en train de voir comment le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, il est en train de redonner les contrats d'études sur la construction de notre raffinerie, la nouvelle raffinerie, aux sociétés françaises. Alors que l'objectif du président, en nationalisant la Sonara, par son décret de juillet 2019, était justement de remettre cet outil au Cameroun. Mais on a vu que ce monsieur est en train de ramener la Sonara à la France. Vous voyez? Donc, tant que le président n'atteint pas l'objectif final de libération politique du Cameroun, pour moi, il est dans l'échec. Machiavel le dit, et je crois que c'est son livre de chevet, dit-on. La fin justifie les moyens. Mauvais moyens, bon résultat. Mais on n'a pas encore de résultats, vous comprenez? Mais nous sommes encore dans des mauvais moyens actuellement, puisqu'il utilise, et je sors même de là, je rentre même dans le choix de ses équipes. On dit aujourd'hui que tout le monde vaut, donc d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le faire? Article 66. On aura évoqué l'article 66. Moi, j'aime toujours laisser le monsieur Obama. Quel bilan? Quand on dit bilan d'échec, le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Si vous dites article 66, je vous dis quelque chose. On dit dans la loi sur la déclaration des biens. Et puis les gars, ils font quoi? Vous savez, quand ils ne veulent pas appliquer quelque chose, on vous met des décrets d'application à l'intérieur de la loi. C'est-à-dire, on dit à monsieur Okoupit, vous à l'Assemblée nationale, contentez-vous de voter la loi sur la déclaration des biens. Et quand ils vous proposent la loi, parce que c'est des projets de loi, on met une trace et on dit telle modalité fera l'objet des décrets d'application. Alors la loi date de 2006 et l'honorable a cité le 27 avril 2006 et on dit, quand est-ce que le décret d'application qui va justement mettre en place toutes les commissions, membres sur membres, qui sont chargés d'entendre chaque gestionnaire nommé de ce pays jusqu'au grade qu'il a cité, avant son entrée en fonction et après son entrée en fonction. Ce décret n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêche donc ce décret d'application de sortir? On dit les décrets sont d'application, du moins, sont des signatures discrétionnaires. Qui a donc la discrétion du décret? C'est bien pour le bien. Et nous sommes aujourd'hui à 19 ans. Personne n'a déclaré c'est bien. Voilà, vous avez monsieur quelque part là-bas à Tinga, pas à Tinga, oui, justement, palais de congrès à la CONAC, qui justement était ministre, 89, 91, quelque chose comme ça, à Garga. On vole, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Bien là, plutôt, j'ai envoyé au quartier. Parce qu'il venait justement dénoncer des choses qui lui plaisaient, lui. Donc, il faut comprendre que c'est le premier artificier du mal-être du Cameroun. Donc, il est dans l'échec, monsieur Obama. Mais nous disons simplement, et je sors par là, que lorsque l'on parle donc du bilan aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas savoir si vous avez détaché le Cameroun de la France. Si vous avez détaché le Cameroun, je ne sais pas de quelle autre puissance. Si vous êtes parti en Chine, si vous avez fait ceci en Russie avec la Russie, non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que lorsqu'on me donne mon petit salaire à la fin du mois, est-ce qu'il suffit à me faire vivre, moi et ma famille et tous mes enfants, peut-être ceux qui me sont attachés du 1er au 30 du mois. Voilà la grande question. Quand on va au marché, le taux d'inflation, il est de combien? Et puis, il se pose aussi des questions. Est-ce que ceux qui me dirigent aujourd'hui, moi, petit individu du peuple camerounais, reflètent même la morale et la rigueur? Parce que rigueur et moralisation ne sont pas des dictiques, ne sont pas un dictique du président Paul Biya. Rigueur et moralisation, l'honorable l'a dit tout à l'heure, congrès de 80, 10 juillet 80, c'est le président Aïdo, UNC. Rigueur et moralisation. Mais l'homme s'est arrangé sur le plan politique à diluer toute la rigueur, à diluer toute la moralisation et toute la morale, a mis le pays dans un marasme d'immoralité aujourd'hui, qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme prenant de l'âge, on se retrouve dans une situation où on se dit, il n'arrive même plus à contrôler sa propre machine.
Parce que le bilan est dans celui-là. Le bilan d'un homme, en fait, qui a fait plus de 40 années, nous sommes à la 43e année de pouvoir, mais qui n'a pas pu tenir sa machine. Et aujourd'hui, on comprend que la machine de son parti, comme le dit l'honorable tout à l'heure, se croit déjà proche du pouvoir. C'est-à-dire que s'entend que celui qui l'a toujours favorisé, celui qui a toujours porté cette machine-là, s'en va déjà de l'autre côté pratiquement. Alors, il est question pour elle de freiner des quatre fers, de reculer et de le laisser aller dans le gnouf de l'histoire et peut-être de chercher, comme on dit souvent, un autre dauphin pour le remplacer et continuer à faire comme d'habitude. Votre numéro de téléphone et qui souhaite adhérer à votre parti politique. Quel est l'héritage que le président Biya, du moins après 40 ans, va laisser? Et certains espèrent qu'il ira au-delà. Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernement actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais de manière générale, à la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir, c'est en fait ses qualités personnelles. C'est la seule chose, j'insiste dessus. Ses qualités personnelles, et dans ses qualités personnelles, il y a son intelligence de situation. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours su prendre la bonne décision pour son pays, pour nous faire passer des mailles du filet, des secousses et des grandes tentations et même des contraintes internationales. On peut citer Bakassi, on peut citer les différentes crises, que ce soit la crise économique, on n'a pas connu assez de secousses comme les autres. Donc il a toujours su prendre au moins son intelligence de situation. Cette intelligence de situation peut aussi être visible sur le plan politique. Bon, là maintenant, il a utilisé son intelligence de situation à titre personnel de façon égoïste. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence de situation pour éliminer à chaque fois tous ses concurrents politiques ou ses rivaux potentiels pour se maintenir au pouvoir. Donc je peux dire que c'est l'intelligence de situation qui laisse à la jeunesse. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. On peut citer Marafa, Amidou Yaya. Ça, c'est 2012, vous le savez. Enfin, opposant, adversaire politique. On peut citer Aïssi Mvota. On est en 1997. Il faut le lire dans les ouvrages. Comment est-ce qu'il a été éliminé politiquement. Et je ne vais pas évoquer l'autre élimination. Donc on peut citer comme cela. On peut citer même Ebois Samuel, qui était justement un de ces farouches opposants et qui est mort le 3 novembre 2000. Donc on peut citer comme ça. Son intelligence de situation, c'est-à-dire sa capacité à se tirer des situations même les plus inextricables. Je l'ai dit, j'ai tout dit sur le plan positif. L'héritage est donc... Bien sûr, l'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce avec qui il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur Ernest Wandier, par exemple, et où on a vu qu'il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation qu'il lui le signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, des étapes de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Aïdjo. En ce cas, vous regardez un monsieur que Aïdjo a adopté. Aïdjo a adopté Paul Biya depuis 62, l'a confié à Ete Kimboumoua, l'a récupéré en 68, secrétaire général, après, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il lui donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent perd 2 fois par contumace. Après le premier coup d'État manqué, la tentative de coup d'État d'août 1983, condamné par contumace à Aïdjo. Et puis après le coup d'État manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, il l'a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation. Il a mis Aïdjo, il a mis Wandier et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays, la mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés. Nous ne pouvons avoir qu'un pays obscur, devant nous un avenir obscur. Parce que le père de la nation, Aïdjo, n'a jamais été restauré dans ses droits. N'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Prenons, renversons même l'analyse. Si Biya maintenant venait à partir et laissait le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui ferait honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Aïdjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur de la dignité du président Aïdjo. Pour le Cameroun est un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Donc d'abord, moi je suis d'accord avec le professeur parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire
fait dans nos brousses à l'est et partout dans le sud. Bon, ils sont en train de gratter le sous-sol parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé. Des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est l'office de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratique plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Haïti, on n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une série, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassara ou dans son village, ou alors il allait à Mouloudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Mouloudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Aïdjo, c'est ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait s'endormir à Mouloudaï. C'était une habitude sur le président Aïdjo. Quand il n'allait pas en Gaoundé à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a nous laissé. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient. Ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025 cette année. Pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est de l'État. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le cas. Et je sors donc en disant que si je vous ai donc parlé, le temps est très court, je ne peux pas parler de tous ces héritages, de ces quelques héritages néfastes de Paul Biya. Vous comprenez que le président de 2025, là, du 5 octobre 2025, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient en disant j'ai un gros CV, j'ai un titre, je suis. Il y a du travail à partir du 6 novembre 2025. Et ce travail-là doit revenir à un mécanicien de l'État. C'est-à-dire un réparateur des torts qu'a fait subir Paul Biya pendant 43 ans à ce Cameroun, à sa jeunesse et à son peuple. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de je suis. Il faut quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît la machine, qui connaît le Cameroun et qui sait justement le moment venu où toucher pour arranger sans pour autant renverser la machine elle-même.